Bonjour Olivier Midière. Bonjour. Vous êtes ambassadeur du numérique du MEDEF. Vous l'êtes depuis début 2016. En quoi consiste ce rôle d'ambassadeur numérique ? Pierre Gattaz, le président du MEDEF, à son arrivée en 2013, a voulu faire du numérique et de la mondialisation deux priorités de son mandat. Il m'a donc demandé dès le départ, quand j'ai rejoint son cabinet, de m'occuper des premiers on va dire événements et des premières organisations à mettre en place autour du numérique. Et puis très rapidement, il m'a demandé en 2016 de prendre ce titre d'ambassadeur pour envoyer un signal assez fort auprès de nos adhérents, mais également auprès de l'écosystème, auprès du gouvernement, sur le fait qu'il fallait absolument que faire du numérique une priorité stratégique pour la France. Et donc il m'a demandé à partir de là, faire le tour du monde pour aller voir tout ce qui fonctionnait bien dans les écosystèmes et ce dont on pouvait s'inspirer pour une politique française. Alors, vous avez aussi été confié, et c'est ce que vous étiez en train d'évoquer, la mission Digital Disruption Lab par Pierre Gattaz, donc vous êtes aussi le conseiller en communication. Je crois que vous avez visité 22 pays en 12 mois, rencontré plus de 450 acteurs de l'économie numérique au sens très large. Donc, quel est le but exact de cette mission ? Alors, le but au regard des priorités du président était d'abord de tisser des relations avec les principaux acteurs de ces écosystèmes. On a besoin, nous ici au MEDEF, mais également tous nos adhérents, on a 700 000 adhérents, des entreprises, de pouvoir être en connexion avec ce monde, ces écosystèmes en temps réel, et donc d'avoir des partenariats avec les principaux acteurs, les représentants, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les universités, les centres de recherche, les investisseurs, les startups elles-mêmes, les VC, les investisseurs. Donc on a comme ça passé 500 à peu près partenariats qui nous permettent aujourd'hui d'être en connexion en temps réel, au jour le jour, avec tous ces écosystèmes et de pouvoir mettre en connexion avec ces écosystèmes nos adhérents, nos fédérations professionnelles ou tout autre partenaire du MEDEF qui souhaite le faire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, identifier les bonnes pratiques dans ces écosystèmes qu'on pourrait ramener en France. Donc j'en ai découvert un certain nombre que j'ai pu partager avec l'écosystème français pour essayer de les inciter à les déployer. Et puis, troisièmement, c'était qu'est-ce qu'on peut, à l'aide de finalement ce benchmark qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour la France ? Quel type de stratégie ? C'est ce que j'ai fait en commettant un rapport qui s'appelle faire de la France un leader mondial de la smart economy et qui montre dans cet environnement que j'ai pu découvrir quelle peut être la place de la France et le lead que peut faire la France au niveau numérique. Alors je l'ai dit en vous présentant, vous êtes ambassadeur du numérique depuis 2016, mais j'ai envie de dire seulement depuis 2016. Donc est-ce que la France est en retard dans le numérique ? La France n'est pas en retard par rapport aux autres pays que j'ai pu voir et au contraire, je crois qu'il y a aujourd'hui pour la France de formidables opportunités qui sont en train de se présenter parce que la révolution des technologies de l'information qui est née dans les années 70 a vécu plusieurs vagues technologiques. On rentre dans une nouvelle vague technologique où les technologies et les plateformes autour de ce qu'on appelle l'IoT au sens large, c'est-à-dire l'Internet des objets, mais qui va bien plus loin que les simples gadgets connectés, fait qu'on va inventer de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes sur lesquelles la France peut prendre un vrai leadership, car nous sommes extrêmement forts dans tout ce qui sont les couches basses et hautes de l'IoT. Et quand on parle de ça, on parle de semi-conducteurs, de microélectronique, d'intégration électronique, mais on parle également de télécom, on parle de cloud, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, autant de domaines de plateforme middleware dans laquelle la France aujourd'hui excelle et sur lequel elle pourrait prendre un vrai leadership mondial en termes technologiques, j'entends. Maintenant, du point de vue des usages, dans tous les pays que j'ai pu traverser, il y a un vrai problème avec les entreprises traditionnelles. Donc on n'est pas les seuls. On a plutôt une innovation avec la French Tech qui s'est fait d'abord très bien repérer dans le monde entier, mais surtout qui est très pertinente. Je pense qu'on fait partie des pays les meilleurs au monde dans le domaine de l'innovation avec les startups. En ce qui concerne les PME traditionnelles, les ETI traditionnels ou les grands groupes, on est comme tous les autres pays qui souvent mettent tout ça sous le tapis parce qu'ils savent pas comment faire pour transformer finalement leur tissu industriel. Et puis tout ça est lié aussi, faut le savoir, à des structures économiques
différentes de pays en pays. Vous prenez l'Asie, par exemple. L'Asie, ce sont des groupes, la plupart du temps, de grands consortiums, de grands groupes, des Chobol en Corée du Sud, mais qui ont structuré l'économie. En Finlande, en Suède, dans toute l'Europe du Nord, ce sont des grandes familles qui les ont structurés. Et en fait, les tissus de TPE, PME étaient plutôt des sous-traitants qui travaillaient pour eux et qui n'ont jamais été vraiment considérés et intégrés dans l'économie. Et aujourd'hui, donc, ils ont un vrai souci pour faire redescendre sur ces tissus de TPE, PME cette transformation numérique. Donc, on n'est pas plus mal que les autres de ce côté-là, on n'est pas plus avancé non plus, mais il y a une opportunité à prendre maintenant. Alors vous l'avez évoqué, la French Tech existe et elle est reconnue, mais qu'en est-il des entreprises traditionnelles? Comment vous allez les accompagner dans cette disruption numérique? Alors nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité extraordinaire, c'est qu'il y a 2 milliards de classes moyennes qui sont en train d'émerger partout sur la planète, notamment dans les nouvelles zones comme ici en Asie, qui attendent des biens et des services qui sont exactement au même niveau de standard, en tout cas, que ce que peuvent attendre des Européens. Le seul problème, c'est qu'on est dans un contexte de restriction des ressources, des matières premières, de l'énergie, qui va nous pousser à devoir inventer une économie plus intelligente pour répondre à tous ces besoins. Vous avez quand même 4 milliards de pauvres, c'est-à-dire de gens qui vivent avec moins de $2,50 et il faut bien répondre à leurs besoins également. Ça exige des solutions ce qu'on appelle l'innovation inversée que des PME françaises peuvent apporter à ces entreprises à condition qu'elles aillent sur le terrain pour voir exactement les besoins et s'y adapter et à condition qu'elles intègrent du numérique dans leurs produits et leurs services. Donc en fait, cette espèce de smart economy qui émerge partout, qui nécessite de répondre à tous ces besoins, va reposer en grande partie sur l'intégration d'intelligence numérique, de fonctions communicantes dans les produits traditionnels qu'on vend déjà. Une bouteille de vin de Château-Latour, par exemple, qui n'a pas de système de traçabilité, aura beaucoup plus de mal à se vendre qu'une bouteille qui l'a. Pourquoi? Parce que en Chine, les Chinois de la classe moyenne qui peuvent s'acheter une bouteille à 500 € vous disent j'ai pas envie d'acheter un Château Latour qui va être du faux Château Latour, sachant qu'il y a plus de Château Latour en circulation en Chine qu'on n'en a jamais produit en France. Donc qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous, entreprise française, PME, pour nous garantir que c'est ça? Pareil pour le lait pour bébé. Donc, le problème aujourd'hui de tous ces pays, de toutes ces classes moyennes, c'est d'avoir des solutions de traçabilité, d'accessibilité, de mobilité, de personnalisation des produits et des services, de sécurité, qui les mettent en situation de consommer dans la plus grande, on va dire, sécurité possible. Et toutes les crises alimentaires, sanitaires, mondiales qu'on a pu traverser, tous les problèmes d'alimentation, d'agriculture qu'on peut rencontrer, etc., nécessitent donc l'émergence de cette économie intelligente sur laquelle la France peut être un vrai leader mondial, avec en ligne de front ces PME, 100 000 PME traditionnelles qui font des béquilles par exemple et qui demain devront faire des béquilles connectées pour proposer aux maisons de retraite des béquilles avec une plateforme qui peuvent suivre les patients, déclencher des alertes s'ils chutent, collecter des données sur eux, les géolocaliser, etc. quand la famille vient les voir. Et donc tout ça, c'est finalement passer d'un business model fondé sur la vente d'un produit à un business model fondé sur la vente de données et d'un service. Ce que peuvent faire toutes nos PME en se transformant. Parmi tous les voyages que vous avez effectués cette dernière année, il y a eu la Corée du Sud, le Japon, la Chine, Hong Kong, les Philippines, Singapour. Qu'avez-vous observé et appris en Asie? Alors, curieusement, j'entendais hier les tables rondes sur l'Asie, la situation économique et la puissance de la Chine. J'ai une réflexion là-dessus qui est assez différente puisque je pense que, en fait, du point de vue numérique en tout cas, que ce soit le Japon, la Chine, la Corée du Sud, sont des grandes nations très innovantes en R&D qui peuvent mettre d'énormes moyens sur la recherche, mais qui ont un immense problème d'entrepreneuriat. Dans tous ces pays, j'ai rencontré finalement des décideurs politiques, économiques, qui me disaient on a un problème de culture chez les jeunes, mais également dans la société, du fait de l'aversion au risque, de fait de la peur de l'échec, et qui peut être extrêmement stigmatisée dans ces pays. Je pense au Japon, mais aussi à la Chine, où quand on échoue, on est vraiment mis sur le banc de la société. Ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs ou de jeunes. Et donc, même si on sent, au Japon par exemple, du côté des femmes, où il y a une vraie émergence de créatrices de start-up, souvent parce que le mari continue à travailler et c'est elle qui crée la société à côté. Mais à part ces petits phénomènes, on sent qu'il y a un vrai problème de créativité, d'entrepreneuriat, qui va être pour eux
une vraie inertie. Et c'est pour ça que, bien souvent, ils font des fonds d'investissement très importants. Et, au Japon, un fonds de 100 milliards qui vient d'être levé, qui investit et rachète toutes les pépites qu'il peut. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de créer ces pépites. Et le système chinois avec Tencent, Alibaba, etc., fait que dès qu'une pépite sort, elle est absorbée par ces acteurs. Donc, ils vont avoir ce problème d'entrepreneuriat sur lequel nous, on peut apporter beaucoup. D'ailleurs, ils essayent d'attirer énormément de nos startups et de nos créateurs d'entreprises pour essayer de récupérer ces talents. À Hong Kong, il faut savoir que les startups vous disent que quand ils ont des entretiens avec des ingénieurs, ce sont les parents qui viennent souvent pour être sûrs que la startup va offrir aux gamins l'avenir qu'ils méritent. Donc, c'est quand même un gap culturel énorme avec ce que nous, on peut vivre. C'est pas du tout le cas dans les îles du Sud-Est où on a un esprit d'entrepreneuriat beaucoup plus développé, une créativité, une jeunesse. Quand vous avez un âge médian de 23 ans aux Philippines, vous vous dites, bon, la puissance derrière, qui se cache derrière cette jeunesse est immense. Et des gens qui ont envie d'aspirer finalement à ces nouveaux développements également, et donc qui sont prêts à se battre à créer leur boîte, bon, des écosystèmes d'innovation qui partout sont en train de sortir. Donc je pense que les puissances de demain numériques en termes d'entrepreneuriat, etc., sont plutôt du côté d'Asie du Sud-Est que du reste de l'Asie. Après, sur la partie business pour les entreprises françaises, l'Asie du Sud-Est est également un très bon point d'entrée. Je ne préconiserai pas à des startups françaises d'attaquer le marché asiatique en allant directement en Corée du Sud, au Japon ou en Chine. C'est très cher, très concurrentiel, très compliqué, et donc ça sera pas forcément le meilleur effet de levier. Et deux, même s'il y a des fortes consommations dans ces pays, il y en a moins et la croissance est moins forte que dans les pays d'Asie du Sud-Est. J'ai identifié 2 pays pour moi qui sont des très bons hubs d'entrée. Il y a Singapour évidemment pour toutes les startups qui sont déjà assez matures, qui ont déjà du chiffre d'affaires, des solutions, je dirais, développées et qui souhaitent, par exemple, aller vendre sur l'Asie du Sud-Est et remonter sur la Chine, etc. Dans les fintech, dans la ville intelligente, dans un certain nombre de domaines comme ça, où Singapour est extrêmement en avant. Les Philippines, deuxième point d'entrée, beaucoup plus industriel, beaucoup plus pour des startups dans l'IoT ou des sociétés PME, justement, françaises qui iraient dans cette zone et qui voudraient trouver une sorte de camp de base où s'installer pour pouvoir avoir les bons partenaires industriels, mais commerciaux également, et aller ensuite vendre dans le reste de l'Asie. Il faut savoir que les Philippines ont des relations extrêmement privilégiées avec le Japon en termes commerciaux, par exemple. Elles sont des relations très privilégiées avec la Chine, elles sont juste en dessous de Taïwan. Donc, une situation en termes de supply chain et de commercial extrêmement favorable pour les PME françaises. Merci beaucoup, Olivier Midière.